Bien, je vais essayer d'être clair, le plus clair possible en tout cas. Donc oui, comment me présenter? Je suis formateur retraité, retraité-formateur, c'est-à-dire que bien qu'à la retraite, je continue bien sûr à fréquenter le secteur médico-social, notamment au travers d'analyse de conduite d'analyse des pratiques que je conduis dans différents établissements du secteur médico-social et un peu aussi dans le secteur sanitaire en pédopsychiatrie. Voilà, et alors pour tenter, essayer de comprendre un petit peu et apporter peut-être un peu ma pierre à la compréhension des difficultés du secteur médico-social, ce qui tout à l'heure a été caractérisé par une crise. Et effectivement, je crois que ce terme-là me paraît assez juste. Donc voilà, les difficultés, cette crise que rencontre le secteur médico-social. Alors dans le secteur que je connais, qui est le secteur de l'accompagnement des personnes handicapées, plus spécifiquement les personnes gravement handicapées, dont les personnes polyhandicapées, je me suis particulièrement intéressé à la question des savoirs, c'est-à-dire les savoirs dans le secteur, que sont-ils devenus? Et je fais l'hypothèse, en tout cas une hypothèse parmi d'autres, que l'état, on va dire problématique du secteur médico-social tient pour une part, et pas uniquement, c'est vrai que dans l'intervention précédente, d'autres hypothèses ont été avancées, mais il me semble qu'autour de la question des savoirs, on a assisté quand même on assiste à une radicale mutation des savoirs et à leur éloignement de plus en plus éloigné des professionnels dits de base. C'est-à-dire que ces professionnels dits de base, ceux qui sont au plus près des personnes dans leur quotidienneté, ceux qui interviennent effectivement au niveau du care dont on parlait, c'est-à-dire ceux qui accomplissent quotidiennement ces gestes auprès des personnes. Aujourd'hui, c'est comme si on ne savait plus rien faire. C'est ainsi qu'une AMP, qui avait de nombreuses années d'expérience dans une masse, c'est ainsi qu'elle exprimait son malaise face à ce qu'elle décrivait comme, ce sont ses mots, des injonctions venues d'en haut, dont elle ne percevait pas le sens, avec le risque, disait-elle, de se faire virer, ce sont ses mots, si elle n'appliquait pas des décisions auxquelles elle n'avait en rien participé à leur élaboration. Voilà un petit peu, à partir de, je veux dire, cette phrase entendue au cours d'une séance d'analyse des pratiques m'a sauté, je dirais, m'a un peu sauté à la figure, en essayant de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, autour de, aujourd'hui, c'est comme si on ne savait plus rien faire. Alors, c'est une évidence que l'accompagnement du polyhandicap nécessite la mise en œuvre de savoirs, bien sûr, mais quels sont ces savoirs et comment ont-ils évolué? Alors, je m'appuierai pour cela sur la classification qu'avaient proposée des anthropologues, donc Geneviève Delbos et Paul Jorion, ça date, c'était en 1990, dans un champ qui était très différent puisqu'il s'agissait des métiers de la mer. Ils classent ces savoirs en 4 catégories. Les savoirs théoriques ou scientifiques, les savoirs d'école, qu'ils appellent aussi propositionnels, et je m'expliquerai sur ce terme, les savoirs pratiques ou d'expérience, et enfin les savoirs procéduraux. Donc c'est à partir de cette catégorisation que je vais essayer un peu de visiter et de voir un petit peu comment ces savoirs, quels sont-ils et comment ils évoluent, et en tout cas quelle est leur place un peu dans le champ médico-social qui nous occupe. Alors dans le champ des savoirs théoriques, c'est une évidence qu'ils ont fait en matière de polyhandicap, ils ont fait des avancées considérables, c'est évident, notamment en matière de connaissances médicales somatiques, pour réduire ce qui fut un enjeu majeur pendant de nombreuses années. J'ai commencé à travailler il y a assez longtemps, et c'est vrai que la question, par exemple, de la douleur était une question qui était certainement pas évidente à l'époque, et on voit bien qu'on a fait d'énormes progrès à ce niveau-là, et on ne peut que s'en féliciter, bien qu'il faille toujours rester vigilant, et mon expérience me prouve que, encore, ce n'est pas une question qui est tout à fait acquise. Alors, par ailleurs aussi, on a assisté au développement des neurosciences qui ont apporté de nouvelles perspectives de compréhension et d'action, bien sûr, mais si vous voulez, on peut questionner actuellement l'hégémonie des neurosciences qui tentent à réduire la personne à son seul fonctionnement cérébral.
écartant peut-être des perspectives psychodynamiques, ce qui est ma formation initiale, hein, qui reste toujours active malgré la pesée des déficiences. Bien sûr, les déficiences sont très présentes dans le polyhandicap. Georges Solus rappelait effectivement les atteintes cérébrales précoces qu'on ne peut nier, bien sûr. Mais il ne faudrait pas que se réinstalle subrepticement la notion d'État, telle que Esquirol la décrivait à propos de l'idiotie au XVIIIe siècle. Je vous renvoie à ce qu'il écrivait sur effectivement cette notion d'État, d'un État totalement fixé et irrémédiable. Alors les anciennes nosographies sont aujourd'hui déclarées obsolètes au profit des seules données comportementales. Or, ces anciennes nosographies pouvaient rendre compte, moi je pense en particulier par exemple à la notion de psychose à expression déficitaire de Roger Misès, elles pouvaient rendre compte d'un sujet au cœur d'une dynamique vivante, où déficience et vie psychique singulière, souvent marquée, cette vie psychique par des angoisses, souvent des angoisses archaïques, cette dynamique vivante pouvait se comprendre non dans des clivages entre soma et psyché, mais dans des interactions dont le devenir restait ouvert, toujours ouvert sur de multiples possibles. Moi, je crains et j'observe que la seule perspective comportementale, avec son corollaire de visée réductionniste de comportement, vous savez que maintenant on parle de comportement dit problème ou des comportements dits défis, que cette donc, visée un peu réductionniste n'appauvrisse la capacité des professionnels à penser la complexité d'un sujet polyhandicapé, d'en débattre en équipe, dans des controverses fécondes, où chacun peut se sentir impliqué, où des vérités toujours partielles se construisent collectivement. C'est un fait, les réunions cliniques dans nombre d'établissements ont quasiment disparu, soit se bornent à des énumérations de symptômes, à la recherche d'un hypothétique élément déclencheur, ça c'est le mot à la mode, quel a été l'élément déclencheur, donc l'élément déclencheur d'un trouble, sans que des ressources théoriques diverses et ouvertes ne viennent les mettre en sens. Alors je citerai ici mon maître qui fut aussi un pionnier, au même titre que Georges Solus, c'est le docteur Philippe Gabaye, avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années. Voici ce qu'il dit. Mais il faut surtout théoriser. Oui, théoriser, c'est indispensable. Non par des théories plaquées et figées, forçant les faits, mais des théories que l'on bricole, que l'on se plaît à manipuler, parce que tout à coup, elles éclairent des faits bruts, incompréhensibles et opaques, parce qu'elles les rendent lisibles, sensées, explicables, transmissibles à autrui. Une théorie qui fonde la clinique, une théorie qui résonne affectivement en nous, parce qu'elle nous donne le plaisir de comprendre. Une théorie qui guide et éclaire nos actions diverses, leur donne direction, sens et efficacité. Je reste effectivement très marqué par cette nécessité de théorisation permanente telle que j'ai pu la pratiquer pendant pas mal d'années avec justement le docteur Gabaye. Alors c'est vrai que la relation occupe bien sûr une place centrale dans l'accompagnement des personnes polyhandicapées. C'est vrai que la relation ne saurait se réduire à une seule bientraitance, hein, qui est le mot vraiment à la mode. On sait effectivement que cette relation peut être mise à mal par la rudesse de certaines situations. C'est bien dans la capacité à se représenter ce que vit l'autre, comment et pourquoi il le vit, qu'une relation peut tenir au-delà des aléas comportementaux. L'empathie avec les personnes polyhandicapées ne se décrète pas, elle se travaille jour après jour en équipe. Et pour cela, il faut des outils théoriques dont la richesse me semble peut-être aujourd'hui un peu en berne. Très fréquemment, les équipes n'ont pas connaissance des diagnostics, ou alors dans des formulations un peu à l'emporte-pièce. On connaît le succès actuel de celui de TSA, qui devient quasi hégémonique, alors que les subtilités cliniques montrent que si ce diagnostic peut avoir une pertinence, bien sûr, il ne résume pas la singularité d'un sujet qui a toujours une manière bien à lui de vivre et d'exprimer son handicap et sa pathologie ou sa pathologie. Ce savoir médical, certes toujours à remettre en question au regard de la clinique, n'est plus porté par des médecins, psychiatres notamment, qui sont largement absents de nombre d'institutions, ou alors dans des temps de présence extrêmement réduits et souvent cantonnés à la prescription de médicaments, et peu ou pas impliqués dans les réunions cliniques pour partager une réflexion commune avec les équipes d'accompagnement. À défaut d'un savoir partagé,
où chacun contribue avec ses connaissances et ses désirs à l'élaboration d'un savoir qui est un objet commun, on assiste aujourd'hui, me semble-t-il, à l'installation d'un savoir surplombant, qui trace une ligne de partage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, faisant de ces derniers les exécutants des premiers. Le second type de savoir est celui que chaque professionnel est censé découvrir et assimiler dans sa formation. L'ambiguïté de ce savoir est me semble-t-il, qu'il est soumis à une contrainte non négligeable, celle de pouvoir le restituer dans les évaluations qui vont décider de l'obtention du diplôme et de l'avenir professionnel. On comprend que la liberté nécessaire à un investissement ouvert des savoirs hors des référentiels de compétences, de formation et de certification soit quelque peu limitée, alors que sur le terrain, c'est bien cette ouverture et cette curiosité théorique, souvent hors des sentiers tracés, qui viendront nourrir une pensée vivante, seule condition pour que les professionnels tiennent dans cette relation si complexe et si éprouvante avec la personne polyhandicapée. La réduction des temps de formation ne favorise pas ces investissements buissonniers. Il faut assez rapidement se couler dans les attendus que les textes définissent comme une norme applicable à tous les professionnels en formation. De plus, les contenus de formation sont, selon la formule de Delbos et Jorion, propositionnels, c'est-à-dire qu'ils condensent des savoirs savants en des propositions simplifiées, assimilables par des apprenants, qui plus est selon des hiérarchies de diplômes, qui voudraient qu'ils aillent du plus élémentaire au plus ardu, selon le niveau de qualification. Grosso modo, les savoirs des AMP devraient être plus simples, plus rudimentaires que les savoirs des éducateurs spécialisés. Vous voyez un peu la complexité, justement, pour organiser un peu et transmettre ces savoirs. De plus, ces savoirs sont issus d'une longue histoire qui les a vus se confirmer, se modifier, se compléter, voire s'infirmer, selon les principes de réfutabilité de Karl Popper. Alors, intégrer cette complexité est bien sûr mission impossible dans le cadre d'une formation relativement courte, et les savoirs ainsi appris risquent de se résumer à des formules vite oubliées une fois le diplôme acquis. Quant aux enseignements des savoirs spécifiques sur le polyhandicap, je crains qu'ils ne soient noyés dans la notion généralisante de handicap, dont on sait qu'elle englobe des réalités très diverses, souvent très éloignées les unes des autres. Le handicap est, me semble-t-il, plus abordé dans ses dimensions sociales, où l'inclusion occupe aujourd'hui une place prépondérante, que dans ses dimensions cliniques, somatiques et psychopathologiques, les deux étant bien sûr souvent étroitement liés dans le polyhandicap. La formation continue, qui devrait justement susciter un investissement différent des savoirs, glisse là aussi, me semble-t-il, vers un formalisme qui vise plus une supposée efficacité directement applicable dans la pratique, sorte de recette, qu'une invitation à penser collectivement cette pratique pour reconstruire en permanence un sens qui toujours se dérobe. Je ne sais pas si vous avez certains consulté ou fait les procédures Calliope, mais on voit bien que la formation se formalise, rentre dans des formalisations et peut-être effectivement ne permet plus ces investissements un peu que j'appelle buissonniers, justement. Alors, le troisième type de savoir, toujours selon cette classification, est le savoir d'expérience, ou on l'appelle aussi le savoir pratique. Alors, c'est celui qu'on se forge en forgeant, comme le dit le dicton, un savoir issu des essais, des erreurs, que chaque professionnel expérimente de manière continue dans l'action. Ce sont les trucs, les tours de main, comme ceux de l'artisan, qui font que l'accompagnement ne se résume pas à une application mécanique de gestes standardisés, comme serait le travail à la chaîne. Faire la toilette, donner à manger, sont autant de gestes où chaque professionnel a construit son propre savoir-faire, souvent différent de celui de son collègue. Un savoir-faire qui marche, c'est-à-dire qu'il apporte au professionnel et à la personne accompagnée une certaine efficacité dans un climat de sécurité partagé. Le problème de ces savoirs est qu'ils ne sont pas modélisables, ce qui, en ces temps de tendance à une normalisation des pratiques, vient déranger un ordre qui se voudrait en quelque sorte certifié.
Un autre savoir tout aussi important est celui qui s'origine dans la relation très proche que les professionnels tissent quotidiennement avec les personnes polyhandicapées. Un savoir qu'on pourrait dire intuitif, tant il ne s'appuie pas ou peu sur des données objectives, mais s'ancre dans une profonde subjectivité partagée entre professionnels et la personne polyhandicapée. On connaît tous cette anecdote d'un professionnel qui, un matin, trouve que tel ou tel usager n'est pas comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il a ce matin, mais ça ne va pas. Souvent, c'est la formule. Alors, souvent, il est le seul à avoir cette impression, ce sentiment. Ce qui, des fois, peut lui valoir des remarques plus ou moins sarcastiques de ses collègues. « Oh, mais tu t'inquiètes pour rien. Mais non, tu vois bien, c'est comme d'habitude. Mais non, moi, je vous dis que ce n'est pas tout à fait pareil. » Voilà. On a souvent ce genre de débat. Alors ensuite, effectivement, souvent, on va appeler l'infirmière ou l'infirmier qui, lui, va vérifier avec ses outils, la température, tension, données médicales, et souvent ne trouve rien. Et on en déduit, peut-être un peu trop rapidement, qu'il n'y a rien. Que ce professionnel s'inquiète pour rien et que, quand même, il faudrait se fier plus aux observations objectives et que les sentiments, les intuitions, ma foi, c'est pas très très fiable tout ça. Alors c'est vrai que chez les professionnels, souvent, il peut naître un sentiment de ne pas être écouté, d'être en quelque sorte non reconnu dans ce qu'il éprouve, de vivre une contradiction entre ce qu'il ressent et la manière dont, effectivement, ce sentiment n'est pas pris en compte. Et puis, parfois, ça peut aussi générer des conflits, un petit peu. Ah oui, on ne les écoute jamais. Voilà, un peu ce genre de tension qui peut apparaître. Alors, l'expérience, effectivement, a montré, souvent, en tout cas, moi je l'ai constaté assez souvent, que dans les temps qui suivent, des troubles peuvent apparaître, qui avaient été détectés non pas du tout par une pensée magique, mais par cette profonde intersubjectivité qui échappe aux standards habituels, et qu'il faut penser au cœur même d'une relation qui ne peut pas être effectivement enfermée uniquement dans des données objectives, dans des observations précises et mesurables, comme on dit. Voilà. On a affaire effectivement à un savoir qui est un savoir qui est, oui, un savoir intuitif, mais qui, pour moi, est un vrai savoir, et un savoir, effectivement, dont il faut pouvoir entendre et dont il faut pouvoir tenir compte, et bien sûr le confronter aux autres savoirs, mais sans les mettre en concurrence. Et c'est bien ça, souvent, qui peut se passer, c'est que ce savoir-là peut être mis en concurrence avec d'autres savoirs qui, eux, sont jugés plus objectifs, plus scientifiques, plus... Alors, c'est sans doute de ce savoir dont parle cette AMP, que je citais au début de mon propos. Aujourd'hui, c'est comme si on ne savait plus rien faire, ce qu'elle disait. Alors elle dit combien, il me semble, combien ces savoirs pratiques, ces savoirs d'expérience, intuitifs, relationnels, qu'elle a acquis au cours de toutes ces années de relations avec ces personnes polyhandicapées, elle dit effectivement combien ces savoirs lui étaient précieux pour qu'elle tienne dans ce travail, et combien quand même ce qu'elle perçoit, elle, comme une disqualification de ces savoirs, une non-reconnaissance, ça vient la mettre à mal, ça vient vraiment la mettre à mal, c'est ce qu'elle dit, et ce qui rend la poursuite de son implication bien fragilisée, c'est-à-dire comment va-t-elle continuer à travailler, et ce qu'elle dit, c'est « j'attends la retraite ». Voilà ce qu'elle dit, effectivement, qui est une position bien sûr défensive, qui est une manière de s'adapter comme elle peut à ce qu'elle ressent effectivement dans cette situation. Et bien sûr, on mesure la perte irrémédiable que subiront les personnes polyhandicapées, les collègues, les familles et l'institution, la perte irrémédiable de, effectivement, ces savoirs qu'elle a pu accumuler et aussi qu'elle pouvait transmettre à ses collègues plus jeunes. Alors enfin, le quatrième type de savoir est constitué par les procédures, sorte de mode d'emploi qui détaille, qui découpe une intervention à une série d'actions préformatées qui doivent être exécutées dans l'ordre préétabli par le prescripteur. C'est le mode d'emploi, c'est le mode d'emploi, voilà, tel que par exemple une célèbre marque de meubles suédois vous propose, voilà, et que souvent on a bien du mal à suivre parce que souvent on n'y comprend rien. Alors c'est aussi ce qu'on nomme dans notre vocabulaire les protocoles, ce terme qui a quand même un peu envahi
notre vocabulaire professionnel, et l'on sait combien les protocoles aujourd'hui s'imposent un petit peu comme l'alpha et l'oméga de tout accompagnement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être systématiquement opposé aux protocoles. Ils ont une utilité, bien sûr, lorsqu'on souhaite vérifier une hypothèse, comme on le pratique dans la recherche. Dans la recherche, effectivement, pour vérifier une hypothèse, on fait un protocole expérimental, et effectivement, c'est ce qui permet de valider ou au contraire d'invalider une hypothèse. Et moi, je pense que l'accompagnement des personnes polyhandicapées, par certains côtés, par bien des côtés, s'apparente à une activité de recherche. Nous sommes toujours en recherche, et à ce moment-là, effectivement, dans la recherche, il faut appliquer à un certain moment des protocoles, des modalités, effectivement, de recherche assez précises. Mais ces protocoles, pour qu'ils aient une utilité et une efficacité, il serait nécessaire que les professionnels en charge de l'appliquer aient participé à son élaboration. C'est la moindre des choses, c'est-à-dire comment on va construire collectivement une hypothèse et comment on va construire collectivement un protocole de recherche. Donc ils aient participé à l'élaboration, en aient compris les enjeux et défini avec le prescripteur les modalités d'application, comment on va s'y prendre, comment on va faire. Et mesurer les difficultés, c'est-à-dire peut-être que le protocole va être compliqué à appliquer, comment on va essayer de le construire et de le rendre applicable. Voilà, autant de conditions. Là aussi, ce que j'observe, et ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'observe un peu alors ce qu'on pourrait peut-être appeler une dérive, mais en tout cas, cette inflation de protocoles, c'est-à-dire que souvent ces conditions ne sont peu ou pas réunis. Comme le dit cette AMP, souvent le protocole, il arrive d'en haut, et bon, il faut l'appliquer, sans que forcément on ait fait tout ce travail collectif de réflexion. Alors, de plus, un protocole doit toujours être borné dans le temps, pour évaluer à la fois les conditions de son application, les résultats, c'est-à-dire un protocole qui n'a pas une date, qui n'est pas borné par une date, il vaut rien, puisque à ce moment-là, comment on va se rendre compte effectivement de son efficacité, comment on va pouvoir se rendre compte un petit peu de la manière dont il produit du savoir. Un protocole, ça produit du savoir. Donc s'il n'y a pas de date, effectivement, et là aussi souvent, on voit, on le met en place et puis on en reparle plus ou moins, des fois pas trop ou pas du tout. Alors, et effectivement, lorsque les protocoles aussi arrivent d'en haut, comme on dit, ils réduisent les professionnels à n'être que des simples exécutants. Et là aussi, on voit bien que ils n'ont aucune valeur. C'est-à-dire qu'exécuter un protocole sans en avoir, je dirais, construit, sans l'avoir pensé collectivement, bon, souvent, effectivement, ces protocoles n'ont aucune valeur en termes de vérification d'une hypothèse, et souvent, ils sont un peu conduits, excusez-moi l'expression, mais parfois un peu n'importe comment. Ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y aurait une sorte de pensée magique, voire un peu fétichiste, à placer ainsi le protocole sur un piédestal, comme une réponse universelle aux différentes difficultés inhérentes, les difficultés inhérentes à tout accompagnement, et souvent des accompagnements un peu complexes, un peu périlleux. Voilà. Je cite là Claude Allione, qui est un psychanalyste, et il dit « Le protocole veut nous faire croire qu'il existe une vérité universelle, que tout ce qui déroge à son exercice ne peut être que falsification et erreur, et que ne pas l'observer resterait éminemment condamnable. » Le protocole comme, oui, objet fétiche un peu, et effectivement qui ne supporte pas qu'on y déroge. Alors effectivement, lorsque le protocole ne remplit pas son office supposé résoudre un problème, à défaut d'en interroger la pertinence et d'en interroger tout ce que j'ai précédemment évoqué, il est fréquent que les professionnels soient rendus responsables de son échec pour ne pas l'avoir appliqué correctement. Alors on mesure combien c'est la capacité même à penser collectivement à l'équipe qui est ainsi mise à mal. Or c'est bien cette capacité, alors certes toujours à remettre sur le métier, qui constitue le viatique essentiel pour tenir et se tenir. Ces deux termes, je dis souvent, j'arrive en fin de carrière et je crois que je vais terminer ma carrière avec ces mots-là. C'est dans ce métier, il faut tenir et se tenir. C'est essentiellement ce qu'on a à faire, mais effectivement, pour tenir et se tenir, il faut avoir effectivement cette capacité à penser collectivement, se tenir aussi, se tenir en équipe.
voilà, et se tenir auprès de personnes qui ont, c'est bon, qui ont effectivement beaucoup de mal à se tenir elles-mêmes. Hein. Alors, penser le travail auprès des personnes polyhandicapées n'est pas aussi simple, et ce, pour deux raisons principales. D'abord, l'étrangeté, hein, qui vient bousculer le repère habituel pour penser l'autre dans une réciprocité qui se dérobe en permanence. Hein. Racamier parle à ce sujet de l'idée du moi, c'est-à-dire cette sorte d'assurance que l'autre est comme nous, qu'il fonctionne, qu'il est comme nous, qu'il nous ressemble. Alors c'est vrai qu'avec les personnes polyhandicapées, cette ressemblance, hein, fonctionne plus difficilement, hein, avec ces personnes qui nous renvoient un miroir déformant, voire brisé de nous-mêmes, hein, comme le disait Simone Cortzos. La seconde raison est la multiplicité et la complexité des outils de connaissance qu'il faut déployer pour tenter d'en comprendre un petit peu quelque chose. Hein. C'est pourquoi ce que je décris, il me semble, comme un rétrécissement des savoirs, parfois une disqualification, dans ce qu'on pourrait appeler la vie psychique des équipes, me semble problématique. Il me semble que ce qui est peut-être là en question, c'est la question de la vie psychique d'une équipe. Qu'est-ce qui fait la vie psychique d'une équipe et en quoi, effectivement, cette vie psychique peut être malmenée, peut être, oui, un peu réduite, hein, dans bon, ce que je décris un peu comme, effectivement, ces conditions actuelles. Et ça peut conduire à terme à une sorte de retrait, c'est-à-dire être là physiquement, mais absent psychiquement. Car la vie psychique partagée en équipe ne vient plus apporter de sens et de gratification. Parfois même, cette vie psychique de l'équipe pourrait faire souffrir quand elle est prise dans trop de contradictions et de messages paradoxaux. Grosso modo, ne plus penser pour ne plus souffrir. Hein. Et souvent, effectivement, on peut observer ces mécanismes de retrait, hein, où la pensée devient trop compliquée, trop difficile, trop prise dans des enjeux. Et à ce moment-là, ben, les gens disent effectivement, moi je ne pense plus. Hein, hier encore, dans une séance, une AMP disait effectivement, ben, il faudrait quand même de temps en temps pouvoir déposer son cerveau. Hein, c'est-à-dire, on pose son cerveau, voilà. Et à ce moment-là, bon, alors, poser son cerveau, je ne sais pas si vous y arrivez, mais enfin, c'est quand même un peu compliqué. Alors, le philosophe Olivier Abel parle d'un sentiment d'humiliation qui peut ainsi s'installer chez ceux à qui l'on fait sentir, plus ou moins explicitement, qu'ils ne sont pas ou plus à leur place et que leur savoir soit ringard, un peu dépassé. Hein. Il dénonce, et je le cite, cette parole de surplomb qui se prétend extérieure, objective, scientifique, et qui prétend découvrir aux autres ce qu'ils ne sauraient eux-mêmes. Ces paroles de sachant, partout où elles apparaissent, dans l'enseignement, mais aussi dans le soin, dans toutes les formes de l'expertise, de l'évaluation, du conseil, en politique, en économie, quand elles sont détachées de tout questionnement, ne savent que faire taire. Alors bien sûr, des débats théoriques doivent se tenir. Nécessaire conflit de rationalité, hein, comme les nomme Roland Gori. Bien sûr, les pratiques doivent être discutées, remises en question. Bien sûr, parfois, il faut changer de point de vue. Mais tout ceci doit se faire dans des institutions dont la fonction est de contenir, de relier sans les cliver ni les éclater, ces différents mouvements de pensée, ces différents savoirs effectivement qui sont parfois contradictoires, mais la contradiction fait partie de la vie psychique, hein, pour que les personnes accompagnées soient incluses dans un espace psychique institutionnel, parce que la vie psychique de l'équipe, elle a à voir aussi avec la vie psychique qui, je dirais, contient et englobe et entoure les personnes accompagnées. Donc pour que cet espace psychique institutionnel soit le plus unifié possible, mais unifié ne veut pas dire uniforme. Je vous remercie.